Bonsoir, ravie de vous retrouver ce soir. Merci de votre fidélité. C'est un rendez-vous habituel maintenant. La gestion pilotée à l'intérieur des contrats Generali Épargne se présente sous différents profils. Donc, vous avez donné un mandat de gestion, c'est-à-dire vous déléguez la gestion d'actifs de votre contrat d'assurance vie à un gérant, à un professionnel de la gestion d'actifs qui est ici la maison Odo. Nous avons un partenariat avec la société Odo depuis de nombreuses années et nous proposons donc ces profils de gestion. Alors, comment ça se passe ? Nous définissons ensemble votre profil investisseur, quelle est votre appétence au risque. Vous choisissez ensuite, en fonction des résultats de ce scoring, en fonction de votre appétence ou pas donc au risque, un profil prudent, un profil équilibré ou un profil dynamique. Et la société Odo va gérer de façon active, en faisant des arbitrages, en faisant une allocation d'actifs qui va évoluer dans le temps, en fonction bien sûr du contexte de marché et en fonction essentiellement de votre profil, qu'il soit prudent, équilibré ou dynamique. C'est sûr qu'un profil prudent sera moins exposé à certains actifs qu'un autre profil plus exposé comme un profil dynamique. Alors, Romain, nous étions parlé, nous avions échangé lors d'un dernier webinaire au mois de juin, et lors de votre dernière intervention, vous évoquiez la situation extrêmement inaudite. Vous parliez donc de la pire récession économique depuis très très longtemps. On a vu des réponses inédites mais massives, à la fois des autorités partout dans le monde, mais également des banques centrales. Maintenant, quelques mois plus tard, quel est votre point de vue? Quel regard portez-vous macroéconomique sur ce qui s'est passé et les réponses surtout qui ont été apportées? Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Effectivement, nous avions fait cet exercice au mois de juin et à juste titre, nous parlions de la crise la plus importante que nous avons jamais connue et nous insistions aussi sur le fait que la crise importante, on avait eu une réponse importante, une réponse très rapide et vraiment dans une ampleur inédite de la part des autorités, que ce soit les États et les banques centrales. Mais aujourd'hui, quelle est notre analyse? Alors aujourd'hui, il y a toujours des risques qui persistent dans le marché. Je vous propose de les regarder un par un. Alors le premier risque qu'on identifie serait un risque de rechute de l'activité qui serait lié aux nouvelles mesures qui ont été mises en place pour ces secondes et voire troisième vagues de l'épidémie. Alors à première vue, malgré cette nouvelle vague, il y a peu de rechute de l'activité et je vous propose de regarder les graphiques qu'on vous a mis. Donc, il s'agit d'indices de mobilité qui sont établis par Google. Alors, sur le graphique de gauche, on peut observer, selon les différents pays, donc là, on vous a mis les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, on voit un peu l'impact que cela a eu sur la mobilité des individus pour se rendre au travail. Alors, le premier constat, c'est qu'on voit vraiment très nettement l'impact de la première vague, du premier confinement. Donc, nous sommes en mars, en avril, on voit que cet indice chute. Qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, on voit que les mesures ont été beaucoup mieux calibrées et on est en mesure de travailler. Certes, comme beaucoup d'entreprises ont mis en place du télétravail, mais dépend de l'économie qui avait été mise au chômage lors de cette première vague. Je pense notamment au métier du bâtiment, ces choses qui étaient complètement à l'arrêt. Aujourd'hui, on est capable de travailler et l'impact sur la mobilité des gens pour se rendre au travail est moindre. Si on regarde à présent cet même indice calculé par Google, mais en ce qui concerne le déplacement des individus pour se rendre dans des magasins ou sur des lieux de loisirs, tels que les parcs, les bibliothèques, les musées, là aussi on fait le même constat. On voit que l'impact avait été brutal au mois d'avril, au mois de mars, au mois d'avril, et aujourd'hui, nous sommes quasiment au niveau pré-crise. Donc ce risque aujourd'hui est modéré. Et c'est quelque chose qu'il faut continuer de monitorer. Second risque, sur la slide suivante. Donc,
on l'a dit, la réponse a été vraiment rapide et massive de la part des États et des banques centrales. Alors, de la part des États, on a vu le Congrès américain qui a vraiment, qui n'a pas hésité à accroître son déficit pour procéder à de leur relance budgétaire. Cela, on le voit sur le graphique de gauche, où on voit, donc c'est la courbe en noir qui apparaît en noir, où il s'agit du déficit budgétaire des États-Unis. Donc, on voit que, certes, le déficit a été creusé parce que le Congrès américain a mis énormément a déployé un stimulus assez important pour soutenir l'économie. À titre de comparaison, on vous a mis en rouge le déficit américain lors de la crise de 2009, qui était la crise liée notamment à la faillite de Lehman Brothers. Donc, on voit qu'on est dans une amplitude beaucoup plus importante. Côté des banques centrales, là aussi, elles ont vraiment été à la manœuvre pour soutenir l'économie en injectant beaucoup d'utilité. Cela, on le voit sur le graphe de droite, on vous propose de regarder l'importance et la quantité de flux qui a été injecté par la Banque centrale à travers son programme d'achat d'actifs. Alors, ce qui saute aux yeux, à partir du mois de mars, fin mars, début avril, c'est l'apparition de cette courbe en rouge qui vient s'ajouter à son programme d'achat, je dirais pas traditionnel, mais son programme d'achat qui était celui pré-crise. On voit qu'elle a mis en place donc, ce Pandemic Emergency Purchase Programme, donc un programme d'achat d'urgence pour faire face à cette pandémie. Et on voit qu'in fine, le montant a pris une proportion assez importante. Ça a vraiment soutenu l'économie et ça a soutenu les marchés financiers. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, d'un point de vue des politiques budgétaires, aujourd'hui, on attend de la part du Congrès américain un nouveau stimulus. Celui-ci est en discussion. Pourquoi? Parce que entre démocrates et républicains, on n'est pas encore tombé d'accord sur le montant de l'enveloppe. Donc, on est toujours sur le slide. Voilà. On y viendra, mais c'est vrai que les deux thématiques sont en quelque sorte liées. Donc, tant que démocrates et républicains ne se sont pas mis d'accord, ça crée une petite incertitude. D'un côté, nous avons les républicains qui ne veulent pas non plus accroître de manière trop massive ce déficit. Côté Union européenne, on a trouvé un accord, mais aujourd'hui, cet accord n'est toujours pas ratifié. Plus nous attendrons pour ratifier cet accord, plus il sera mis en place tardivement. Et là encore, ça peut créer une certaine incertitude, d'autant plus qu'on a vu que récemment, la Pologne et la Hongrie étaient tentées de mettre un peu ce veto. In fine, il n'y a pas de doute. Le traité sera ratifié et nous aurons un plan de relance européenne qui sera sur la table pour soutenir l'économie. Côté des banquiers centraux, qu'en est-il aujourd'hui? On a une Fed donc une réserve fédérale américaine qui temporise un peu, attendant un relais notamment du Congrès américain sur une relance budgétaire. Et côté de la BCE, on attendait plus de Madame Lagarde, qui aujourd'hui justement a tenu une conférence. Et en effet, elle a augmenté l'enveloppe de ce PEPP, donc ce plan d'urgence en quelque sorte. Elle l'a prolongé jusqu'en mars, au moins jusqu'en mars 2022. Donc ça aussi, c'est quelque chose de positif. Mais néanmoins, faudra monitorer ça de très près. Il faudrait que ce traité européen soit ratifié très rapidement et on attend que, in fine, les discussions entre le Trésor américain et le Congrès aboutissent sur un accord. Ce qui nous emmène au risque numéro 3, qui est un risque d'embroglio politique. Pourquoi? Parce que ça ne nous aura pas échappé. On en a beaucoup parlé, il y avait cette élection américaine au mois de novembre. Alors, les instituts de sondage anticipaient une vague bleue. Une vague bleue, qu'est-ce que c'est? C'est une Maison Blanche qui aurait été donc gagnée par Joe Biden, ce qu'on a eu, mais un Congrès complètement bleu également, donc démocrate. Ça ne semble pas être le cas. On a une Chambre des représentants qui est démocrate, mais un Sénat qui est républicain. Donc, cela étant, M. Biden aura un peu de mal à implémenter sa politique, notamment en ce qui concerne ce plan de relance budgétaire. Donc, on en aura un, c'est assuré,
mais il sera moins, l'enveloppe sera moins que s'il avait en face de lui un congrès démocrate. Il y a aussi la réforme de la fiscalité sur les entreprises. Il aura un peu plus de mal à la faire passer. Donc ça aussi, ça peut en quelque sorte engendrer un peu d'incertitude dans le marché. Donc il faudra suivre cela également. Et enfin, risque 4, qu'il faudrait plutôt voir comme une opportunité à ne pas rater, c'est le vaccin. On l'attendait et j'ai envie de dire, on y est en fait. On y est. Pourquoi? Parce que si on regarde le trafic de gauche, déjà, on se rend compte qu'on n'a pas un vaccin, mais qu'on a plusieurs vaccins dont certains ont déjà démontré de très bons résultats qui seront prêts à être déployés très prochainement. Et dans 6 mois, ce n'est pas moins d'1,5 milliard de personnes qui seront en capacité d'être vaccinées à travers le monde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça change la donne. Ça va pouvoir mettre fin aux politiques auxquelles on est confronté aujourd'hui, à savoir des politiques un peu de stop and go, de confinement. Donc, ça va permettre d'ouvrir l'économie. Et si on s'attarde un peu sur ce graphique de droite, ouvrir l'économie, c'est aussi permettre aux consommateurs de reconsommer. Parce que ce qui est important de voir sur ce graphe de droite, où on vous a tracé le taux d'épargne des ménages américains, qui est historiquement faible. On sait l'importance du consommateur américain dans l'écosystème américain. Il a vraiment une place vraiment importante. Et on se rend compte que très récemment, du fait de cette crise, il s'est constitué une épargne forcée. Donc, si ce vaccin engendre un choc de confiance, le consommateur américain va reprendre ses habitudes, il va retourner dans les magasins, il va consommer et ça, c'est très positif pour les marchés actions notamment. D'ailleurs, on l'a vu, au mois de novembre, les marchés sont très bien comportés. Pourquoi? Parce qu'on a eu des résultats, notamment de Pfizer et de Moderna, et ça a été vraiment très bien perçu par le marché. Donc là, le risque, ce serait de ne pas suffisamment prendre en compte cela et de ne pas jouer pleinement cette carte du vaccin en n'étant pas suffisamment investi, notamment sur les actions. Merci Romain. On le voit effectivement ces dernières semaines, on voit bien que les marchés, avec cette annonce de vaccin, ça a libéré quelque chose et les marchés anticipent, le bout du tunnel. Dans cette configuration, quel est pour vous le scénario que vous allez privilégier? Quelles sont les fortes convictions de votre maison? Alors, effectivement, donc on l'a vu, il y a des risques, mais il y a aussi des bonnes nouvelles. Ce vaccin, nous, on se veut résolument positif. Les plans qui ont été mis en place par les États, les relances budgétaires, l'achat d'actifs de la Réserve fédérale américaine, de la Banque centrale européenne vont continuer, vont permettre en fait un retour de la croissance, puisqu'on estime la croissance mondiale de l'ordre de 5% en 2021 et un retour, j'ai envie de dire, à la normale courant 2021. Donc nous, on est quand même assez positif. Et dans ce cadre-là, en fait, les actifs qu'on va jouer, qu'on va surpondérer, seront les actions. Et au sein des actions, on développera un peu plus tout à l'heure, mais on va jouer des valeurs cycliques qui vont pleinement bénéficier de ce retour à la croissance. Nous sommes aussi positifs sur le crédit, donc sur ces obligations émises par des entreprises privées, à savoir le crédit bien noté, ce qu'on appelle dans les salles de marché le crédit investment grade, donc qui est bien noté par les agences de notation, mais également le crédit high yield plus spéculatif. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, il offre un rendement attractif à comparer avec un taux de défaut qui n'est pas nul, mais qui sera moins qu'anticipé il y a encore de ça quelques mois. En revanche, on sous-pondère les obligations émises par les États. Et on préconise une grande flexibilité. Il faudra encore monitorer ça de très près et ne pas hésiter à manœuvrer les portefeuilles, à en quelque sorte bouger son allocation au cours de l'année.
Très bien. Donc, dans cette situation, donc vraiment encore une fois inédite, comment se sont, si on fait un zoom plus particulier maintenant sur ces profils de gestion, comment est-ce qu'ils se sont comportés donc sur ces mois de l'année 2020 et quelles sont les perspectives pour les mois à venir? D'accord. Je vous propose tout d'abord de regarder un peu les arbitrages qui ont été effectués, donc de façon chronologique. Donc, pour rappel, vraiment le point bas du marché, c'est mars. Donc, c'était une crise qui n'était pas attendue. On s'est un peu tous fait surprendre. Et donc, la baisse sur les marchés a été quand même assez soudaine et assez marquée. Cependant, grâce à notre lecture un peu de la situation, à notre analyse en interne, on n'a pas hésité au mois d'avril à remettre du risque dans les portefeuilles. Donc, on a augmenté l'exposition action et à cette époque-là, on a favorisé notamment les entreprises de qualité avec des bilans solides qui étaient les plus à même à résister dans cet environnement qui était celui du mois d'avril, où là, pour le coup, à l'époque, on ne parlait pas encore de vaccin. Donc voilà ce qui a été effectué au mois d'avril. Au mois de juin, nous avons également opéré un autre arbitrage. Alors, nous n'avons pas changé notre allocation, je dirais, entre la poche action, la poche obligation et le contrat euro. Nous avons maintenu notre exposition action inchangée, mais nous avons procédé à des arbitrages sur les différentes zones géographiques où nous avons réduit notre sous-pondération aux actions américaines. Jusqu'à présent, on l'a toujours, mais nous avions une conviction très marquée sur les actions européennes et à cette époque-là, on a un peu réduit ce biais. Nous avons également augmenté notre exposition donc, aux obligations émises par les entreprises de bonne qualité. Pourquoi? Parce que c'était ces titres émis qu'achetait également la BCE, donc la Banque centrale européenne, dans son programme d'achat d'actifs au travers ce PEPP. Donc, elles ont pleinement bénéficié de cet apport de liquidité de la Banque centrale. Ensuite, troisième arbitrage, nous sommes au mois de septembre. Donc, au mois de septembre, une bonne partie de la baisse avait été retracée et nous avions devant nous quelques incertitudes, je dirais, qui étaient le début d'une seconde vague qui était en train de poindre un peu, avec des mesures qui allaient mettre en place, qui commencent à être mises en place dans certains pays pour endiguer justement cette nouvelle vague, et également l'élection américaine qui était à venir. Donc dans ce contexte-là, nous avons sensiblement réduit notre exposition aux actions. Mais je tiens à préciser que somme toute, on était quand même bien investis, mais ayant retracé une partie de la baisse, par prudence, nous avons vendu un petit peu d'actions à ce moment. Et enfin, dernier arbitrage, ça tombe bien parce que l'intervenu il y a quelques jours, donc le timing est parfait. Nous avons, un peu à l'aune de dernière lecture, procédé à quelques arbitrages sans changer le poids des différentes poches, actions, taux et contrats euros. Mais nous avons notamment acheté des valeurs cycliques, ces valeurs qui seront plus à même de rebondir face à des nouvelles telles que un vaccin, et on l'a vu clairement. Cette nouvelle sur le front du vaccin a fortement bénéficié aux valeurs qui avaient été les plus un peu chahutées, et il y a eu une sorte de retour à la moyenne entre certains secteurs qui s'étaient bien comportés et les secteurs qui avaient été le plus challengés. Donc on a rajouté un peu d'exposition sur ces valeurs cycliques. On peut parler notamment de secteurs comme les banques. Donc voilà ce qui a été fait. On a également augmenté notre allocation sur les marchés émergents. On a une forte conviction aussi sur les marchés émergents qui devraient bénéficier aussi de ce rebond qu'on anticipe, de cette continuité du rebond qu'on anticipe en 2021. Donc voilà ce qui a été fait en termes d'arbitrage. Mais la gestion pilotée, ce n'est pas seulement
gérer une allocation, c'est pas seulement décider du poids qu'on va mettre sur les actions ou sur les taux. Une fois qu'on a fait ce travail d'allocation, c'est aussi être en capacité d'utiliser les bons véhicules pour jouer nos convictions. Et donc, on n'a pas hésité à enrichir notre catalogue de fonds disponibles. Et c'est ce qu'on met sur la partie basse de ce slide, où nous avons fait l'étude de nouveaux fonds. Nous avons validé ces nouveaux fonds et ils sont aujourd'hui éligibles à cette gestion pilotée. Et bon nombre de ces fonds sont actuellement dans vos portefeuilles d'ailleurs. Alors, je citerai notamment ce fonds ODO BHF Artificial Intelligence. Donc, c'est un fonds thématique qui utilise des procédés d'intelligence artificielle au sein même de son processus de gestion pour aller investir sur cette thématique. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez inédit aujourd'hui, utiliser vraiment, j'insiste, ce n'est pas seulement un fonds qui joue les sociétés qui sont les mieux positionnées sur l'intelligence artificielle, on utilise également ce procédé puisqu'on a un partenariat avec des scientifiques et c'est la gestion thématique, c'est quelque chose qu'on développe aujourd'hui chez Odo et notamment l'intelligence artificielle, on y croit réellement, on voit, ça bouleverse notre quotidien et on pense que c'est porteur de gains à long terme. Nous avons également ajouté ce fonds Edgewood US Growth, qui est un fonds d'action américaine qui investit sur les sociétés dites croissance, qui est parmi les meilleurs fonds de sa catégorie puisqu'il obtient 5 étoiles Morningstar. Nous avons également ajouté et investi le fonds Odo BHF Euro Corporate Bonds. Donc, c'est notamment à travers ce fonds qu'on a augmenté notre exposition au mois de juin sur le Crédit Investment Grade. Donc, c'est un fonds qui est axé sur les fondamentaux et qui intègre des facteurs ESG. Ça, c'est très important aussi. Donc, qui prend en compte les critères environnement, social et gouvernance. Et on y reviendra un peu plus tard, c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Nous avons également ajouté le fonds Alliance China et Shares. Donc, c'est un fonds d'action chinoise continentale, donc, qui investit sur les actions, non pas sur les actions listées à Hong Kong ou à Taïwan, mais vraiment sur les actions listées sur la Chine continentale. Là encore, un des meilleurs fonds parmi ses pairs, noté 5 étoiles Morningstar. Nous avons également ajouté le fonds Odo European Banks, donc c'est un fonds sectoriel qui investit sur les banques européennes. C'est un fonds qu'on a récemment ajouté dans vos mandats, dans vos portefeuilles, puisqu'il fait l'objet des arbitrages qui ont été mis en place en décembre. Et enfin, nous avons ajouté également le fonds NN European High Dividend, qui est un fonds action européenne qui investit sur les sociétés qui offrent des dividendes attrayants et pérennes. Si on regarde à présent comment ces mandats, ces fonds en pilotage se sont comportés d'un point de vue performance, donc voilà, c'est ce graphique, merci. Alors, la chose qu'on remarque tout de suite, c'est cette baisse du mois de mars. Et je pense que ce graphique, néanmoins, est assez parlant et peut montrer l'avantage d'une gestion pilotée. Parce qu'au mois de mars, face à une baisse des actions aussi brutale, on aurait pu être tenté de se dire « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Je me mets en dehors des actions, c'est trop risqué. » Mais en fait, c'était le meilleur moyen, d'une part, de matérialiser ses pertes, et deuxièmement, de ne pas être en capacité de prendre le rebond qu'on observe par la suite. Parce que malgré ce choc, aujourd'hui, les trois profils sont en territoire positif. Plus 2,22 pour le mandat dynamique, plus 0,95 pour le profil équilibré et plus 0,22 pour le profil prudent. Si aujourd'hui, parce que c'était aussi l'objet de la question, je dois me projeter sur l'année à venir, donc on a parlé de notre scénario, donc on est assez positif. On croit que, enfin, on pense qu'on aura un retour à la normale d'ici 2021, avec des pays qui n'auront plus à être confinés. On sera en capacité de vacciner. Dans ce contexte-là, on pense pouvoir délivrer de façon raisonnable une performance de l'ordre de 2% sur un profil prudent, de l'ordre de 5% sur un profil équilibré et de l'ordre de 10% sur un profil dynamique.
Et donc, avec les convictions que vous nous avez décrites, notamment ces nouveaux fonds qui viennent pour vous, qui vont des véhicules, comme vous l'évoquiez à l'instant, donc qui vont vous permettre effectivement de créer de la performance. On reste quand même on a vu l'extrême volatilité des marchés en 2020. C'est aussi ce qu'on gardera en mémoire, c'est cet écart. Et quand on regarde ce tableau, ce graphique, c'est extrêmement impressionnant. Mais on voit bien effectivement quelles sont les convictions, comment vous avez anticipé, comment vous vous préparez pour aller chercher de la performance sur l'exercice 2021 et essayer effectivement de retrouver un rythme de croisière auquel on s'attend sur des profils de gestion pilotée dès lors, comme vous le disiez très justement, on confie le mandat de gestion à un professionnel de la gestion d'actifs pour aller chercher ces opportunités. Merci en tout cas d'avoir partagé avec nous vos convictions. Nathalie, on peut peut-être passer aux questions. Est-ce que vous en avez reçu? Il y avait encore ce point que vous vouliez peut-être faire un focus. Alors, de façon assez schématique, pour rappeler vraiment nos convictions. Donc aujourd'hui, on est positif sur les actions dans leur ensemble. Au sein des actions, on privilégie les actions européennes. Au sein même des actions européennes, nous privilégions les actions small cap, donc les petites capitalisations qui vont être celles qui vont vraiment bénéficier des plans de relance puisqu'ils sont accentués sur la sphère domestique. On préconise aussi de diversifier notre allocation sectorielle et de rajouter des cycliques, ces valeurs qui vont vraiment bénéficier d'un retour à la croissance. Les fonds ESG, on en parlait, ces fonds qui intègrent des facteurs environnementaux, sociétaux et de gouvernance. D'ailleurs, on le voit, ces fonds ont performé, les fonds n'intégrant pas ces critères. C'est très important, les marchés émergents, j'en parlais, nous sommes positifs sur les marchés émergents et on pense qu'il faut en avoir dans les portefeuilles aujourd'hui. Et enfin, le crédit, donc le crédit haut rendement, donc qui sont ces titres spéculatifs émis par des entreprises privées. Donc, voilà les actifs qu'on favorise aujourd'hui. Et enfin, une autre vision un peu de nos convictions, c'est un peu ce boulier qu'on partage avec vous aujourd'hui, où on note, on donne un score à chaque classe d'actifs selon nos convictions. Donc, qui vont de -2 pour schématiser, on n'y croit pas, on n'en met pas dans les portefeuilles, à +2, où c'est une forte conviction, on surpondère. Et on voit très clairement qu'on est positif action, et au sein de ces actions, donc c'est bien les actions européennes qui ont un score de 1, et on voit d'un point de vue dynamisme d'un mois sur l'autre, nous sommes passés de neutre à surpondéré à 1. Si on regarde ce que ça donne sur les taux, slide suivant, là encore, nous voyons que nous sommes positifs sur les obligations d'entreprise qu'on a passé, qu'on note 1 justement sur ce boulier, notamment sur le crédit à la fois investment grade, donc ces entreprises qui bénéficient des meilleures notes des agences de notation, mais également sur le marché high yield, un peu plus spéculatif, mais qui offre un rendement plus attrayant. Et enfin, à titre de rappel, on a détaillé donc les performances calendaires des différents profils, donc équilibrés, dynamiques et prudents. Ça vous permet de voir les performances qui ont été réalisées les années précédentes. Merci. Quelques questions maintenant. Une première, Romain. L'élection de Joe Biden a-t-elle un impact positif concernant les valeurs américaines? Avez-vous ou allez-vous renforcer vos positions? Alors, est-ce qu'on va renforcer nos positions sur les valeurs américaines? Nous, on continue de privilégier les actions européennes pour les différentes raisons qu'on a évoquées. Ensuite, sur les actions américaines, on sait que Joe Biden, dans son programme, il veut augmenter la taxe sur les entreprises américaines. Donc là, éventuellement, c'est quelque chose qui pourrait jouer en défaveur des actions américaines versus les actions européennes, voire émergentes. Donc non, à court terme, à moyen terme, nous n'allons pas augmenter notre allocation sur les actions américaines.
géographique, je dirais. L'Asie émergente sort en position de force à la suite de l'épisode du Covid. Quelle est votre stratégie s'agissant de cette zone? C'est une très bonne question parce que justement, on l'évoquait, on a rentré un fonds qui investit sur les valeurs chinoises. Nous sommes positifs sur les marchés émergents dans leur ensemble. Et quand on parle marché émergent, très clairement, l'Asie aujourd'hui représente une grande proportion de ces marchés émergents. Donc nous, on est positif sur la zone. Effectivement, on l'a vu, elle a su mieux résister face à cette pandémie, même si la pandémie est partie de Chine. On a vu que très rapidement, elle a mis les mesures en place nécessaires. Et notamment, l'ensemble, un bon nombre des pays est entré en récession en 2020. De façon schématique, c'est 3/4 des pays qui sont entrés en récession en 2020 et grosso modo, le quart restant étant pour une bonne partie la Chine. Certes, la croissance a été moindre que son potentiel peut laisser espérer, mais on a vu qu'elle a été beaucoup plus résiliente, notamment cela se traduit sur les marchés financiers. La performance des marchés chinois était très bonne sur 2020. Donc oui, aujourd'hui, nous investissons dans les marchés émergents et notamment sur l'Asie et notamment sur la Chine. Nous avons une bonne conviction, une forte conviction, d'autant plus que les marchés émergents sont sensibles à l'évolution du dollar. Et une des conséquences aussi de ce plan de relance américaine, l'accentuation de ce déficit pourrait être une baisse du dollar qui pourrait justement être favorable aux marchés émergents. Merci Romain. Une autre question. Pourquoi les fonds ISR n'apparaissent-ils pas plus aujourd'hui? Alors, vous avez dit qu'ils allaient apparaître dans votre positionnement demain, mais à ce stade? Alors, à ce stade, nous avons des fonds ISR. Une bonne partie de nos fonds qui sont investis aujourd'hui sont ISR. Alors, par ISR, donc, on entend souvent les fonds labellisés. Donc, il y a le label, aujourd'hui, quelque chose de très important, ça permet de rendre des comptes. Mais en dehors de ça, bon nombre des gérants aujourd'hui, même s'ils n'ont pas le label, tiennent compte de ces critères. C'est quelque chose qui est devenu très important. Je ne connais pas un gérant que je rencontre qui ne me parle pas dans son process de gestion d'intégration critères ESG. Aujourd'hui, nous l'intégrons également. Nous avons un bon nombre des fonds sur lesquels nous investissons qui ont le label. Chez Odo, plus particulièrement, c'est quelque chose de très important. On a une très forte ambition en 2021 où ce ne sera pas moins de la moitié de nos fonds qui auront le label ISR, c'est-à-dire cela représente 30 milliards d'actifs. Donc, nous déployons énormément d'efforts aujourd'hui, mais nous ne sommes pas les seuls, c'est l'ensemble de l'entreprise. Et c'est vrai, j'ai peut-être pas présenté un par un les fonds et identifié tel ou tel fonds comme ayant aujourd'hui le label ISR, mais croyez-moi, aujourd'hui, nous tenons compte de cela. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est notre devoir d'avoir une gestion responsable, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est créateur de valeur en plus. Donc, c'est quelque chose qui est très important et qu'on va accentuer à l'avenir. Une autre question, quels sont les secteurs porteurs liés à l'élection de Joe Biden aux US? Alors, les secteurs porteurs, donc c'est une bonne question. Peut-être je serais tenté de répondre que ce sera peut-être les secteurs en fait qui ont été les plus chahutés. C'est-à-dire que s'il passe sa réforme notamment fiscale, on voit qu'aujourd'hui les géants, les grands noms de la tech américaine se sont très bien comportés. Ils ont pleinement notamment bénéficié un peu de cette baisse d'impôts qu'a mis en place Trump. Aujourd'hui, Joe Biden a envie de remettre en place un impôt sur les sociétés, a envie de remettre en place cet impôt en faisant passer sa réforme. Donc, je pense, en fait, il faut plutôt jouer en quelque sorte un retour à la moyenne, c'est-à-dire aller sur des secteurs, mais certes de qualité, je ne dirais pas d'aller investir sur des secteurs qui ne sont pas chers, mais pour de bonnes raisons. Certains secteurs aujourd'hui
sont entre guillemets à la casse. On comprend pourquoi, parce qu'ils font face à une disruption, ils doivent s'adapter, mettre sur la table des dépenses de recherche et développement très importantes, et ça a pesé sur leurs coûts. Mais aujourd'hui, parmi ces valeurs, notamment les valeurs les plus cycliques, je pense qu'il y a vraiment des opportunités. Donc, je parlais notamment des secteurs bancaires, et je pense qu'il y a de la valeur à aller chercher, d'autant plus que ces grands noms de la tech planent toujours un peu au-dessus d'eux, potentiel un peu loi antitrust qui pourrait occurrer et qui pourrait justement mettre un peu en difficulté ces valeurs. Donc moi, je préconiserais plutôt de continuer à investir sur des sociétés de qualité, mais peut-être commencer à contrebalancer en allant chercher des valeurs un peu plus cycliques. Une autre question, pourquoi les portefeuilles performent moins que les indices de référence? Alors c'est une très bonne question. Alors pour rappel, les indices de référence, voilà, donc ici on met indicateur de référence. Alors la composition de cet indicateur de référence pour la partie action est l'indice MSCI World, et il a environ 60% d'actions américaines. Donc c'est là où en fait on a pris un peu de retard vis-à-vis des benchmarks, parce que nous avons moins d'États-Unis dans notre allocation actions. Et on l'a vu ces dernières années, les actions américaines se sont mieux comportées. Elles ont eu des résultats, des performances plus flatteurs sur les marchés que les actions européennes. C'est là où, vis-à-vis de notre benchmark, notre indicateur de référence, on a perdu un peu de terrain. Et nous avons aussi perdu du terrain sur la composante taux. Pourquoi? Parce que dans cet environnement de taux bas, qui continue à être de plus en plus bas, nous étions un peu moins sensibles justement à cette baisse des taux, ce qu'on appelle la duration dans notre jargon, et nous étions moins sensibles justement à ce mouvement de taux. Donc, c'est principalement sur ces deux composantes que nous avons perdu du terrain sur notre indicateur de référence. Et enfin, il faut aussi rappeler que l'indicateur de référence, contrairement à nous, n'a pas de frais. Donc, c'est aussi une composante à prendre en compte. Une question pour toi, Stellan, peut-être maintenant. Au-delà des fiches de synthèse de rendement mensuel, serait-il possible d'obtenir d'Odo une véritable synthèse mensuelle, à défaut trimestrielle, de vos convictions, de vos explications sur les choix opérés? Oui, complètement. On va pouvoir, donc avec le rapprochement avec la plateforme Alta Profit, le site internet Alta Profit, on va pouvoir mettre à disposition à fréquence régulière, trimestrielle ou mensuelle, l'ensemble des reportings de la société Odo ainsi que les convictions de la maison sur le moment et sur les allocations d'actifs. Et ça sera disponible sur le site Alta Profit et donc totalement accessible par nos épargnants. Merci. Une question, Romain. À quelle fréquence réalisez-vous les arbitrages, pardon? Alors, ça, ce n'est pas une règle qu'on détermine. Elle est fonction de nos vues sur le marché, de notre positionnement et de notre stratégie d'investissement. Donc, je pense que historiquement, peut-être, nous avons procédé à entre 3 et 6 arbitrages par an, mais c'est vraiment en fonction de l'environnement de marché. C'est ce qui dicte notre façon d'agir ou de ne pas agir. Quand on se positionne, quand on crée une allocation, nous avons une vue qui est dictée par un scénario à horizon 6 mois. Si cela est remis en cause, s'il se passe un événement dans le marché, nous effectuons des arbitrages, mais nous ne prenons pas de date pour effectuer des arbitrages. C'est vraiment dicté par notre vision du marché. Et donc, non, nous n'avons pas un objectif d'arbitrage et une fréquence déterminée.
C'est ce qui fait d'ailleurs la différence avec une gestion profilée automatique, hein, qui est automatisée donc, dans un système d'information où là, les allocations d'actifs évoluent à date fixe et on peut effectivement se retrouver dans des situations où des arbitrages sont passés au mauvais moment. Là, en confiant un mandat à un gérant, c'est une vraie gestion active et c'est en fonction du contexte de marché et des convictions du gérant. Exactement. C'est parfaitement résumé. Une autre question, merci. Le secteur de la santé offre une croissance de long terme peu corrélée au cycle économique. Pensez-vous qu'il serait judicieux d'investir dans ce domaine? Alors, c'est vrai que le secteur de la santé est vu comme un actif défensif, donc peu sensible au cycle, effectivement. Ça fait partie des positions, alors on l'a vu, donc on a les actifs à favoriser. En complément de cela, nous avons les actifs à garder en portefeuille et les actifs à éviter. Donc nous, ça fait partie des actifs qu'on garde en portefeuille parce qu'effectivement, le cycle n'est pas toujours évident à prévoir. Il y a des événements de marché qui peuvent, comme on l'a vu justement avec ce Covid, qui peuvent chahuter vraiment la performance, et avoir une allocation sur des pans de l'économie un peu plus défensifs, ça aide justement à préserver la performance. Donc oui, nous sommes en partie investis sur le secteur de la santé également, et c'est vrai que ça agit comme actif un peu plus défensif. Merci. Une autre question. Le contrat Generali Épargne ne permet à date que le positionnement de l'allocation complète sur l'un des profils, à l'exclusion de toute autre segmentation. Le contrat va-t-il évoluer? Alors effectivement, aujourd'hui, le contrat généralier épargne est exclusif à un mandat de gestion, et si on veut panacher, on est effectivement dans l'obligation d'ouvrir un autre contrat. Donc cette gestion multipoche où on pourrait avoir 2 ou 3 profils de gestion, c'est quelque chose qui est effectivement qui est prévu d'évoluer. Ça nécessite des développements à la fois chez l'assureur et sur notre plateforme, mais c'est un projet effectivement. Une autre question. Pour un profil donné, est-ce que le choix des allocations d'actifs change en fonction de la taille du portefeuille du client? Ah non, en fait, là, on est un profil prudent va être géré, quel que soit le portefeuille du client, va être vraiment géré avec des convictions pour répondre à un profil prudent, à une gestion prudente. Donc, c'est pas de la gestion dédiée à un portefeuille par contrat, mais vraiment, c'est l'ensemble des profils prudents qui vont être gérés de la même façon. Exactement. Moi, j'ai 3 clients me concernant. C'est Monsieur Prudent, Monsieur Équilibré et Monsieur Dynamique. Et voilà. Une autre question. Pourquoi conservez-vous dans certains profils le fonds Eurocima? Alors, oui, et effectivement, dans les profils au dos, nous avons du fonds en euros donc, qui est inclus à l'intérieur du profil avec des bornes qui sont respectées par le gérant. Compte tenu de la configuration du contexte de taux bas, ces bornes pourraient être dans l'avenir revues. Enfin, en tout cas, là, elles sont respectées par le gérant. Et Eurocima était le fonds en euros, donc à l'origine du profil de gestion. Mais c'est vrai que les fonds en euros n'apportent plus en termes de promesses de performance qu'ils apportaient dans le passé, compte tenu encore une fois de ce contexte a priori durablement bas. Donc le gérant va chercher de la performance, comme on vient de le voir à l'instant, avec des convictions et sur des fonds en unité de compte qui sont des fonds actions, des fonds sur les marchés émergents, etc. Et la part du fonds en euros
va devenir moins prégnante dans la construction de la performance qu'elle a pu l'être dans le passé. Mais finalement, c'est pour le fonds Rosima, mais c'est pour l'ensemble des fonds en euros. On se rend compte qu'au niveau des performances des fonds en euros, on va se retrouver dans un mouchoir de poche. Les prévisionnistes envisagent une moyenne de rendement sur les fonds en euros qui devrait être à 1,10 en 2020. Une autre question, dans un même contrat, est-il possible de panacher différents profils de gestion pilotée? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure en répondant à la question précédente, c'est que aujourd'hui, dans le contrat généralier épargne, on a un profil qui est exclusif. On ne peut pas panacher plusieurs profils, mais le contrat est en évolution et c'est quelque chose demain qu'on pourra proposer. Dans la même mesure, et une partie en gestion libre? Alors aujourd'hui, un profil de gestion pilotée et avec un profil de gestion libre. Alors aujourd'hui, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui évoluera. Ce que l'on peut par contre mettre à côté d'un profil de gestion pilotée, c'est du fonds structuré. Ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment sur un mandat exclusif par contrat. Retour sur les pays émergents, on a une question. Actuellement, n'y a-t-il pas de fonds chinois? Alors si, justement, on en a parlé, ça fait partie des fonds qu'on a ajoutés au sein de notre catalogue de fonds investissables, donc ce fonds Alliance China A-Shares, donc qui investit sur la Chine continentale. Donc vraiment, il y a deux types, pour synthétiser, il y a un peu deux types d'actions en Chine. Il y a les fonds qu'on appelle les actions H, celles qui sont listées à Hong Kong ou à Taïwan. Et il y a aussi le marché A, les actions A, celles qui sont listées sur la Chine continentale, Shanghai, Shenzhen. On voit aujourd'hui ce marché, il y a encore quelques années, n'était pas accessible aux investisseurs étrangers, et on voit vraiment aujourd'hui la part importante qu'ont pris ces actions A au sein notamment des indices. Cette part va être amenée à augmenter dans le futur, qui pourrait justement drainer des flux vers cette classe d'actifs et porter la performance. Donc si aujourd'hui nous sommes investis sur les actions, et pour ce faire, nous avons choisi de sélectionner le fonds d'Alliance, qui est vraiment un très bon fonds avec un historique de performance assez robuste et qui a des équipes sur place. Pour ce type d'investissement, c'est vraiment important en quelque sorte déléguer cette allocation à un acteur qui est présent sur place avec des gens, mais ne serait-ce que être en capacité de parler la langue locale. C'est très important parce que l'accès au patron de ces entreprises pour un Européen ou un Américain qui ne parle pas forcément mandarin ou cantonais, c'est très compliqué d'avoir l'information. Donc nous, on investit à travers ce fonds où il y a une équipe d'analystes qui a accès au board, au patron de ces entreprises sur lesquelles ils investissent. Et c'est vraiment, en termes de concurrence, c'est un atout majeur. Donc nous investissons sur ce fonds.